Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est InfoSoir. Tout de suite, les titres de cette édition. Une opération de distribution qui se fait dans le respect des règles de transport et de stockage. L'acheminement des premières doses du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca a débuté ce lundi. Pour en parler, le professeur Abdelrahman Al-Ma'roufi, directeur de l'Institut Pasteur du Maroc, est l'invité de ce journal. Les premières doses sont là, elles sont arrivées et avec elles, nombre d'interrogations de la part des citoyens. Dans le cadre de sa chronique Un regard sur la société, Salima Benabou nous détaillera tous les axes de la stratégie vaccinale. Des plateformes digitales au sein des CRI pour améliorer la qualité des services administratifs fournis aux investisseurs et assurer la continuité. Exemple à Fès où un équipementier ferroviaire a implanté une nouvelle usine pendant la crise sanitaire. Le monde a célébré hier la journée internationale de l'éducation. Au Maroc, un chantier important a été lancé, celui de la promotion de l'enseignement préscolaire avec la création de 10 000 nouvelles unités préscolaires. Nous verrons à quoi ressemblent ces structures dans la région de Safi. L'opération de distribution des premières doses du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca a débuté ce lundi. C'est sous haute surveillance qu'un convoi a quitté le site de la régie autonome des frigorifiques de Casablanca, lieu d'entreposage vers les différents centres de vaccination concernés à travers le royaume. Reportage Mohamed Magri, le récit est de Amina Mkhal. Ces cartons, scrutés par le ministre de la Santé, contiennent les premières doses du vaccin britannique AstraZeneca. Une livraison stockée au niveau de ce site de la régie autonome des frigorifiques de Casablanca où rien n'est laissé au hasard. Entre ressources humaines et matérielles, toutes les conditions sont réunies pour garantir la bonne gestion de cette opération. Des moyens humains importants ont été mobilisés pour réussir cette opération. Il s'agit d'équipes de médecins, pharmaciens, infirmiers, techniciens et de personnel administratif. J'ajoute que cette opération a nécessité la mise en place de partenariats avec le secteur privé. Le ministère de la Santé a également mis en place une capacité de stockage de 50 000 mètres cubes pour assurer le suivi numérique de toute l'opération. De la réception à la livraison, le département de Khalid Aitaleb a lancé plusieurs applications informatiques. Elles permettront aussi de garder un œil sur la température. Les mesures de contrôle et de conservation des vaccins à la bonne température correspondent aux critères et aux normes appliquées à l'échelle internationale. Le ministère fait également en sorte que tous les centres de vaccination et de stockage, au niveau local et national, soient bien équipés. Nous nous sommes d'abord assurés de la qualité des vaccins qui ont été transportés à une température entre 2 et 8 degrés avant de préparer les commandes qui sont distribuées au niveau des différents centres de vaccination. Après le stockage et le chargement de ces doses, place à la distribution qui se déroule dans des conditions de sécurité renforcées. Une première opération réussie avant le lancement de la campagne de vaccination. Une opération de distribution qui se fait dans le respect des règles de transport et de stockage. Tout un dispositif logistique a été mis en place pour suivre la traçabilité des vaccins jusqu'à leur arrivée au centre de vaccination du Royaume. Sur ces images tournées à Marrakech il y a quelques instants, on le voit, les premières doses du vaccin ont été réceptionnées par la pharmacie préfectorale de Marrakech située en plein cœur de la ville ocre. Direction à présent la région de Fès-Meknès qui se prépare aussi au lancement de la campagne nationale de vaccination où nous retrouvons en direct Sarah Jabri. Sarah, bonsoir. Alors beaucoup de moyens humains et logistiques sont mobilisés. Qu'en est-il des vaccins? Est-ce qu'ils ont été livrés? Bonsoir Ihsan, eh bien c'est chose faite, la région de Fès-Meknès a reçu aujourd'hui une première livraison des vaccins anti-Covid. La réception s'est faite il y a quelques heures seulement, précisément à 16h15. Bien évidemment, l'acheminement des doses vers le dépôt régional mobilisé à cet effet s'est fait à bord de camions frigorifiques dans le respect des mesures de sécurité renforcées. Pour le moment, aucun chiffre des doses réceptionnées nous a été communiqué. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elles seront aussitôt distribuées au niveau des deux préfectures et cette province que compte la région.
D'ailleurs, Ihsan, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la direction régionale du ministère de la Santé a prévu des centres de vaccination à travers la région en tant qu'unité annexe aux centres de santé urbains et ruraux. Elle a également mobilisé plus de 2500 professionnels de la santé pour garantir la bonne organisation de cette campagne nationale massive de vaccination contre la Covid-19. Merci Sarah pour toutes ces précisions. Et cette opération de vaccination nationale ciblera graduellement les catégories concernées, particulièrement les personnes vulnérables au virus et ses complications. Qui compose la population cible? La réponse avec Mamadou Diaye. Le coup d'envoi de cette campagne de vaccination concerne dans un premier temps les personnes vulnérables au coronavirus. En pole position, les professionnels de la santé âgés de plus de 40 ans, les autorités publiques, les forces armées royales, mais également le personnel éducatif de plus de 45 ans. Il s'agit de renforcer l'immunité de ces personnes qui se trouvent en première ligne. Pourquoi ces catégories sont ciblées, par exemple, à partir de 45 ans? La réponse est simple, c'est que les personnes âgées de moins de 45 ans ont naturellement une immunité plus forte. Les personnes âgées de plus de 75 ans sont elles aussi ciblées par cette campagne de vaccination. Celle-ci touchera sur un plan géographique les zones où la contamination est très élevée. Les personnes âgées de plus de 75 ans ont un système immunitaire fragile et souffrent souvent de maladies chroniques telles que le diabète ou l'hypertension artérielle. Les autorités sanitaires font savoir par ailleurs que les citoyens et les résidents étrangers faisant partie de ces catégories peuvent avoir des informations supplémentaires en consultant le portail réservé à cette opération. Et nous allons continuer à parler de cette opération de vaccination avec cette fois-ci le professeur Abdelrahman Maroufi, directeur de l'Institut Pasteur du Maroc. Professeur, bonsoir. Alors on le sait, le Maroc a opté pour 2 fournisseurs, AstraZeneca et Sinopharm. Est-ce que ce sont 2 vaccins équivalents en termes de qualité et d'efficacité? Alors les 2 vaccins d'AstraZeneca et de Sinopharm, ils ont vraiment prouvé leur efficacité. Leur efficacité, je dirais même leur tolérance sont vraiment équivalente. Pratiquement l'efficacité, elle dépasse les 70% en termes d'immunogénicité et la même chose aussi au niveau de la tolérance. Ça a été donc démontré qu'ils sont vraiment dénués d'effets secondaires graves. Alors on parle beaucoup de la chaîne de froid vaccinale parce qu'il faut maintenir les vaccins à une bonne température. Concrètement, comment s'organise cette opération? Très bien. Alors effectivement, la chaîne de froid, c'est un des déterminants majeurs pour préserver l'efficacité et la tolérance de nos vaccins. Alors il est capital. Il faut savoir que d'abord le ministère de la Santé avec l'Institut Pasteur, nous avons vraiment une grande expérience historique en matière d'importation, de stockage et de transport des vaccins. Alors la première règle à respecter, c'est très important, le transport doit se faire en général dans des sacs isothermes, c'est-à-dire des sacs ou des boîtes qui permettent de préserver justement la température du vaccin entre +2 et +8. Deuxième chose, dans ces sacs, on met ce qu'on appelle des enregistreurs de température. Troisième règle, la réception et le stockage de ces vaccins dans des chambres froides doit se faire sous la responsabilité d'une équipe pharmaceutique qui est formée pour ça. Alors qu'est-ce qu'on fait une fois que par exemple la boîte arrive? On sort les enregistreurs et on fait ce qu'on appelle une lecture de la traçabilité de la température durant tout le trajet de transport et on analyse. Et quand on constate une déviation, ce qu'on appelle nous dans le jargon technique une excursion dans température, la boîte ou le vaccin il y a dans cette boîte, on le met en ce qu'on appelle en quarantaine de côté jusqu'à ce qu'on analyse cette déviation de température, quel est son impact, on fait le contact avec le fournisseur et on fait une analyse et si vraiment il s'avère qu'il n'y a pas d'impact, on garde le vaccin, mais s'il y a un impact quelque part ou risque d'impact, on laisse le vaccin en quarantaine et il le met de côté, il n'est pas utilisé. Alors, peut-on maintenant, professeur, parler des délais entre la première injection et la seconde? Quel est le délai exact? Est-ce que entre les deux, non, quel est le délai exact entre les 2 doses? Et est-ce qu'un citoyen qui a reçu cette première injection est automatiquement informé de son deuxième rendez-vous? Très bien. Alors, selon les études qui ont été faites au niveau du développement de ces 2 vaccins, les délais ont été, entre les deux doses ont été fixés. Pour AstraZeneca, c'est 28 jours, c'est-à-dire 4 semaines. Et pour Sinopharm, c'est 3 semaines ou bien 21 jours, pour l'instant. Je sais que les compagnies sont en train d'étudier d'autres protocoles, mais pour l'instant, le protocole qu'on utilise, nous, c'est 4 semaines de délai pour AstraZeneca
et puis de 3 semaines pour le vaccin de Sinopharm. Donc le patient est automatiquement informé? Alors pour le deuxième, effectivement, il est informé au moment où il reçoit la première dose et puis il reçoit aussi un rappel du rendez-vous pour le deuxième passage pour comme ça il sache à quel moment il vient pour recevoir la deuxième dose. C'est important qu'il revienne pour la deuxième dose pour avoir une efficacité maximale. Parce que s'il ne fait que la première, l'efficacité va être très minime. Très minime. Alors, un message à présent, professeur, pour les personnes concernées par cette campagne de vaccination. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières à respecter avant et après s'être rendu au centre de vaccination? Alors, avant, il n'y a rien de particulier, mais après, il faut bien sûr faire attention sur leur état de santé. Dès qu'ils constatent un signe particulier, une anomalie particulière au niveau de l'état de santé, il y aura un moyen de communiquer vraiment, soit directement à travers le site web que le ministère de la Santé a mis en place pour ce qu'on appelle la pharmacovigilance, ou bien en contactant l'équipe de soins qui leur a prodigué le vaccin pour communiquer vraiment avec les choses, les signes qu'il a développés. C'est très important. Après, il y aura une équipe qui va analyser tout ça, médicale, et on va regarder est-ce que ces signes-là ou ces problèmes, ils ont un lien quelque part avec le vaccin ou pas. Donc c'est important dans la pharmacovigilance. Une dernière question à présent sur le nouveau variant britannique. Est-ce que tous les tests positifs sont analysés pour le détecter? Alors, la PCR normale, habituelle, classique qu'on fait ne vise pas à détecter cette mutation, ce qu'on appelle cette sous-variante. Alors, pour le détecter, il faut une technique beaucoup plus élaborée, ce qu'on appelle le séquençage génomique, ou bien des PCR aussi très particulières qui ciblent vraiment la détection de la mutation. Moi, je pense qu'il est important, maintenant, face à l'apparition de ces souches variantes qu'on a constatées sur notre territoire, alhamdoulilah, c'est encore vraiment au début. Maintenant, on doit faire tout pour éviter la propagation et vraiment la dissémination et la transmission de ces souches-là. Alors à ce niveau, il y a deux responsabilités. La responsabilité au niveau du système de santé, on doit renforcer les mesures de vigilance, les mesures de surveillance épidémiologique, mais il y a aussi une responsabilité et un rôle à jouer du côté de nos chers citoyennes et citoyens. Quels sont ces rôles? Premièrement, il faut renforcer vraiment les mesures de distanciation qui sont utilisées et les mesures barrières. Pourquoi? Plus un vaccin se transmet beaucoup plus rapidement, parce que c'est démontré, cette nouvelle variante, ça se transmet beaucoup plus rapidement. Plus un vaccin est plus contagieux, plus on doit renforcer davantage les mesures de protection. Alors là, je signale un point important sur lequel je voudrais vraiment sensibiliser nos concitoyennes et concitoyens, c'est le port de masque. Il faut faire attention, le masque qu'ils portent doit vraiment être un masque qui doit être certifié, agréé, comme quoi elle est utilisée, voilà, et répond aux normes de fabrication d'un masque de protection. Et je déconseille sincèrement l'utilisation des masques à base de tissu parce que leur efficacité, sincèrement, n'est pas démontrée. Deuxième chose, lorsqu'ils vont vers leur médecin ou leur équipe de soins, s'ils veulent par exemple faire le test ou les suspects qui sont atteints par la Covid, c'est important qu'ils disent à l'équipe de soins si c'est une première infection ou une réinfection. Est-ce qu'ils étaient déjà, par exemple, infectés par la Covid? Pourquoi? Les cas de réinfection de la Covid, c'est une indication systématique pour aller faire le séquençage et savoir est-ce que peut-être une autre souche mutante qui les a infectés. Deuxième chose, en cas vraiment de voyage, s'ils rentrent de voyage, c'est important qu'ils déclarent ça, s'ils sont en contact avec un voyageur et aussi vraiment s'ils ont des problèmes particuliers à signaler. Informer s'il a été en vrai. Professeur Abdelrahmane Maaroufi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Cette campagne de vaccination anti-Covid repose sur la prise de rendez-vous. Je vous rappelle la procédure à suivre pour se faire vacciner. Il faut soit envoyer un SMS gratuit au numéro 1717. Le SMS doit comporter uniquement le numéro de la CIN ou de la carte de séjour de résident pour les étrangers. La réponse au SMS sera la date de vaccination ainsi que le lieu. Vous pouvez aussi vous rendre sur la plateforme www.liqahuna.ma et en français www.liqahuna.ma.fr. La plateforme sert également à diffuser des capsules vidéo explicatives sur les procédures à suivre.
La stratégie vaccinale se précise pour en parler dans le cadre de sa chronique Un regard sur la société. Salima Benabou nous a rejoint sur le plateau. Salima, bonsoir. Bonsoir Yassine, bonsoir à tous. Alors, les premières doses sont là, elles sont arrivées et avec elles, nombre d'interrogations de la part des citoyens. Exactement, je vous propose Yassine de partir d'un tweet. Parmi les questions, celle-ci revient souvent, vous allez le voir dans un instant, voilà. Qui recevra ses premiers vaccins et pourquoi? Alors on en sait un peu plus sur la stratégie vaccinale. Les premières doses seront réservées aux personnes les plus exposées au virus en fonction de leur profession, âgées de plus de 40 ans par exemple pour le personnel médical, plus de 45 ans pour les forces de l'ordre et corps enseignants, et aux personnes les plus fragiles, âgées de plus de 75 ans. La particularité de cette première phase de la stratégie marocaine réside dans le fait qu'elle soit élargie dès le départ à plusieurs tranches de la population, tandis que l'Égypte, par exemple, a décidé de cibler en priorité et uniquement le personnel médical. Alors, Salima, le calendrier de livraison des doses de vaccins est encore mal connu, mais en tout cas, ce ne sont pas moins de 66 millions de doses qui sont attendues. 66 millions de doses, Yassine, divisées par 2 injections. Pas besoin d'être un génie en maths pour voir que le Royaume a prévu large en commandant potentiellement 8 millions de doses de plus. Il s'agit donc d'éviter de se retrouver avec un stock trop faible et au vu de la surenchère mondiale, les délais de la campagne de vaccination annoncée dépendent entièrement du calendrier de livraison. Le plan de vaccination pourrait donc s'allonger. A l'inverse, tout peut aller aussi très vite puisque le sérum suédo-britannique est fabriqué en Inde par le premier fabricant de vaccins au monde. Sa direction s'est d'ailleurs lancée dans une délicate diplomatie vaccinale. Elle annonce pouvoir produire 60 millions de doses par jour. Tous les scénarios sont donc possibles. Alors Salima, d'accord, mais dans l'hypothèse où le Royaume reçoit toutes les doses dont nous avons besoin, cet objectif de vacciner quelques 25 millions de personnes en moins de 3 mois est-il possible? C'est une question légitime, tellement les chiffres donnent le vertige. 25 millions de personnes immunisées, cela veut dire 50 millions d'injections à raison de 2 doses. Le calcul, le voici. 50 millions d'injections divisé par 90 jours, donc 3 mois, cela fait un peu plus d'1 demi-million de personnes à vacciner par jour. Divisons ce chiffre par 2888, c'est le nombre de stations de vaccination mobilisées. Cela fait exactement 192 personnes vaccinées par jour et par centre, un scénario plutôt réaliste. Donc Salima, environ 200 personnes par jour et par centre. Y a-t-il un autre chiffre à prendre en considération? Un scénario d'autant plus fiable, Yassine, puisque 25 000 personnes, membres du personnel de santé, seront mobilisées. Cela veut dire qu'il y aura en moyenne entre 8 et 9 professionnels par station de vaccination. Cela fait un peu plus de 40 vaccinations par jour et par infirmier. Mais ça, ce ne sont que des moyennes. Il pourrait naturellement avoir plus de personnes mobilisées à Casablanca, tandis qu'il y en aurait beaucoup moins dans une station installée au cœur d'une toute petite localité. D'autant plus, Salima, que le Maroc l'a déjà fait. L'a presque fait. En 2013, le Royaume avait à l'époque vacciné 11 millions de personnes âgées de moins de 18 ans en moins de 4 semaines lors d'une campagne de vaccination inédite pour éradiquer la rougeole et la rubéole. Là encore, il fallait 2 doses, donc 22 millions d'injections avaient été administrées en 1 mois. Cette fois, Yassine, le Maroc dispose de 3 fois plus de temps pour en administrer 2 fois plus. Le Maroc a mis toutes les chances de son côté. Il s'agit maintenant de recevoir toutes ces doses. Merci Salima pour ce véritable décryptage. Arrêtons-nous à présent, comme tous les soirs, sur les derniers chiffres du Covid-19. Durant ces dernières 24 heures, 337 cas de contamination ont été enregistrés, un intervalle durant lequel 22 décès ont été aussi annoncés. Pour ce qui est des guérisons, 1031 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du Royaume. Entre campagne de vaccination et renforcement des mesures restrictives, le monde vit toujours au rythme de la pandémie. Sur le continent, l'Égypte est le 2e pays à lancer une vaste campagne de vaccination. Le temps presse face à l'apparition de nouvelles souches de plus en plus contagieuses. Les détails avec Mamadou Diaye. Après les Seychelles, c'est au tour de l'Égypte de lancer une vaste campagne de vaccination anti-Covid sur le continent. Une course contre la montre pour enrayer la pandémie. À ce jour, quelques 64 millions de doses de vaccins ont été administrées dans près de 68 pays dans le monde,
La crise sanitaire qui a fortement impacté le monde du travail. Dans son rapport, l'Organisation internationale du travail révèle que près de 255 millions de postes d'emploi ont été perdus rien qu'en 2020. Mais l'accélération des contaminations des nouvelles souches du coronavirus inquiète les dirigeants. Les mesures de restriction s'intensifient dès lors. Les États-Unis réimposent une interdiction d'entrée à des citoyens non américains qui se sont rendus en Grande-Bretagne, au Brésil ou encore dans certains pays européens. En Autriche, le port du masque est désormais obligatoire pour les plus de 14 ans. De son côté, la France évaluera cette semaine l'efficacité du couvre-feu renforcé dans l'optique de mettre en place d'autres mesures restrictives. En pleine tourmente sanitaire, les Portugais ont reconduit le conservateur modéré Marcelo Rebelo de Sousa pour un second mandat à la tête du pays. Cet ancien professeur de droit, âgé de 72 ans, a obtenu un peu plus de 60% des voix. Le scrutin a aussi été marqué par une importante percée de l'extrême droite. Organisé en pleine flambée épidémique, le scrutin aura aussi été marqué par un taux d'abstention important, 60%, un record à une élection présidentielle depuis 1976. Sans toutefois atteindre le niveau de 70% prévu par les scénarios les plus catastrophiques. Un peu plus de 4 mois après la signature d'un accord de normalisation de ses relations avec les Émirats arabes unis, Israël annonce l'ouverture d'une ambassade dans cette monarchie du Golfe. L'ambassade d'Israël à Abu Dhabi a été officiellement ouverte. Dans le même temps, des accords commerciaux ont été signés entre les deux États dans les secteurs de l'agroalimentaire, du tourisme et des hautes technologies. Les Émirats arabes unis ont aussi approuvé l'installation de leur première ambassade à Tel Aviv, métropole israélienne où sont basées la majorité des représentations diplomatiques, car ne reconnaissant pas Jérusalem comme capitale d'Israël. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Le bilan des activités portuaires de Tanger Med affiche de nombreux indicateurs positifs, ce qui permet au complexe de se consacrer sa position en tant que premier port à conteneurs dans le bassin méditerranéen. Quand elle a quitté le Maroc il y a 6 ans, Kauthar Khabbaj ne pensait pas qu'elle deviendrait ambassadrice de l'artisanat marocain au Cameroun. Aujourd'hui, à Douala, les clients s'arrachent ces produits made in Morocco. Nous découvrirons son portrait. Mais avant cela, focus sur ce nouveau dispositif des plateformes digitales au sein des CRI qui ont permis d'améliorer la qualité des services administratifs fournis aux investisseurs et d'assurer la continuité. Exemple à Fès où un équipementier ferroviaire a implanté une nouvelle usine pendant la crise sanitaire. Reportage Sarah Jabri et Driss Kohen. Nous sommes chez un équipementier ferroviaire français qui a ouvert un nouveau site industriel à Fès. Une usine opérationnelle depuis août 2020. Avec ses 450 employés, elle a contribué à ce jour à plus de 20 projets ferroviaires à travers le monde. Malgré la crise sanitaire, le site a été livré dans les délais, grâce notamment à la plateforme numérique CRI Invest. Elle nous permettait de déposer les dossiers directement online. Alors comme vous le savez, avec les restrictions que nous avons aujourd'hui à cause de la crise sanitaire, on n'aurait pas pu le faire. Et grâce à cet outil informatique, on a pu déposer les dossiers, on a pu respecter les délais parce qu'il y avait vraiment un besoin de finir ce projet dans un temps donné. En effet, depuis son lancement en octobre 2020, la plateforme a permis de réduire les délais d'étude des dossiers d'investissement et d'augmenter de 35% le nombre de projets étudiés par les CRI. C'est le cas au niveau de la région de Fès-Meknès. La plateforme digitale apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services offerts aux investisseurs, donc parmi lesquels notamment la possibilité de déposer son dossier d'investissement en ligne, la possibilité de prendre rendez-vous avec l'un des conseillers des CRI pour pouvoir mettre au point le projet d'investissement, la possibilité également de suivre en temps réel et tout le long du cycle de vie du dossier l'avancement de son projet, donc en tenant compte bien sûr en toute transparence et dans le respect des délais, et bien sûr aussi la possibilité d'accéder en ligne aux actes et aux autorisations qui sont demandés. Grâce à CRI Invest, le délai des traitements des dossiers d'investissement est passé de 130 jours en 2019 à 20 jours uniquement en 2020. Le ministère des Finances fait un bilan de la situation des finances publiques au terme d'une année durant laquelle l'économie nationale a subi un choc sans précédent. L'exécution de la loi de finances rectificative à fin décembre 2020 fait ressortir un déficit budgétaire de plus de 82 milliards de dirhams, soit plus de 7,5% du PIB.
Tangemed consacre sa position de premier port à conteneurs en Méditerranée. L'ensemble des activités portuaires à Tangemed ont affiché une croissance soutenue durant l'année 2020, permettant ainsi au complexe de consacrer sa position en tant que premier port à conteneurs dans le bassin méditerranéen. Dans le détail, le tonnage global traité durant l'année 2020 est de 81 millions de tonnes, soit une progression de 23% par rapport à 2019. Un autre chiffre, il concerne l'éducation. Un an après le début de la pandémie de Covid-19, plus de 800 millions d'élèves et d'étudiants, soit plus de la moitié des effectifs dans le monde, sont toujours confrontés à des perturbations importantes de leur cursus, ce qui vont de la fermeture totale des établissements dans plus de 31 pays à des horaires réduits ou à temps partiel dans 48 autres pays. Enseignement toujours avec l'arrêt de la diffusion des cours enregistrés destinés à tous les niveaux scolaires via les chaînes de télévision Thaqafia, l'Ayoun et l'Amaziria. À partir de ce lundi, en raison des vacances scolaires, la diffusion reprendra le 1er février. Le monde a célébré hier la Journée internationale de l'éducation au Maroc. Un chantier important a été lancé, celui de la promotion de l'enseignement préscolaire avec la création de 10 000 nouvelles unités préscolaires et la mise à niveau de 5 000 autres. Exemple dans la région de Safi avec ce reportage de Younes Sabbah sur un récit de Rizlan Taibi. Les enfants âgés de 4 à 6 ans de la commune rurale de Mrasla, dans la province de Safi, sont désormais accueillis dans cette unité préscolaire. Une occasion pour eux de faire l'expérience d'un environnement structuré et stimulant qui leur permettra de développer leurs aptitudes sensorielles, cognitives et sociales. Les activités ludiques sont le pilier de l'éducation préscolaire. C'est une pédagogie efficace pour éveiller le cerveau de l'enfant et le préparer à l'école. 78 unités préscolaires ont ouvert leurs portes dans la zone rurale de Safi grâce à l'INDH, un projet qui a coûté plus de 23 millions de dirhams. Les puériculteurs sont recrutés dans les communes où se trouvent les unités préscolaires pour impliquer tous les habitants et aussi afin de créer des opportunités d'emploi. L'INDH ambitionne d'ouvrir 10 000 unités supplémentaires dans le milieu rural à l'échelle nationale durant la 3e phase qui s'étend de 2019 à 2023, ainsi que la mise à niveau de 5 000 structures déjà existantes. Quand elle a quitté le Maroc il y a 6 ans, Kauthar Qbej ne pensait pas qu'elle deviendrait ambassadrice de l'artisanat marocain au Cameroun. Aujourd'hui à Douala, les clients s'arrachent ces produits made in Morocco qu'elle va elle-même chercher dans les bazars de Marrakech. Le portrait est signé Emin Hiddou, le récit est de Oussama Al-Bqali. En quittant le Maroc, Kauthar Qbej a tourné la page de sa vie d'avant, où elle était cadre dans un grand groupe hôtelier pour aller s'installer à Douala. Ici, elle a fondé sa marque Made in Morocco, à travers laquelle elle propose divers produits et objets typiquement marocains. L'idée m'est venue en fait en faisant les allers-retours au début. Comme évidemment, j'en ai perdu mon travail au Maroc en résidant ici au Cameroun. Et depuis, pour ne pas m'ennuyer, j'ai créé une petite marque. Mode, tapisserie, déco ou encore cosmétiques, Kauthar sélectionne elle-même ses produits lors de ses voyages à Marrakech. À Douala, les Camerounaises semblent raffoler des produits cosmétiques bio. J'adore les produits marocains, surtout tout ce qui concerne les crèmes, parce que d'abord les odeurs sont magnifiques et ça fait du bien à la peau. C'est un plaisir même pour toute la communauté européenne ou camerounaise de pouvoir avoir de l'art marocain au Cameroun. Tapis en laine jute, atlas ou huile d'argan, l'artisanat marocain est bien souvent porté par des ambassadeurs de ce savoir-faire tels que Kauthar, qui promeuvent la culture marocaine au-delà des frontières du royaume. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Une opération de distribution qui se fait dans le respect des règles de transport et de stockage. L'acheminement des premières doses du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca a débuté ce lundi. Pour en parler, le professeur Abdelrahman Maroufi, directeur de l'Institut Pasteur du Maroc, était l'invité de ce journal. Les premières doses sont là, elles sont arrivées et avec elles nombre d'interrogations de la part des citoyens. Dans le cadre de sa chronique Un regard sur la société, Salima Ben Aboud nous a détaillé tous les axes de la stratégie vaccinale.
Des plateformes digitales au sein des CRI pour améliorer la qualité des services administratifs fournis aux investisseurs et assurer la continuité. Nous avons suivi un exemple à Fès où un équipementier ferroviaire a implanté une nouvelle usine pendant la crise sanitaire. Le monde a célébré hier la Journée internationale de l'éducation. Au Maroc, un chantier important a été lancé, celui de la promotion de l'enseignement préscolaire. Avec la création de 10 000 unités préscolaires, nous étions dans la région de Safi pour découvrir un modèle de ces nouvelles structures. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Eid Abdelmjid. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.